te rappelles le retour du Joker? Oui, c'est le film Batman la relève sur la mort du Joker. Ouais, c'est assez marrant parce qu'au final j'ai l'impression que les gens retiennent surtout ça du film, la scène de la mort du Joker, alors que c'est seulement un flashback. Que veux-tu? Les gens sont davantage attachés à Bruce Wayne qu'à Terry McGinnis. Et puis, le Joker est une icône de la culture populaire, c'est normal que la scène où il meurt pour de vrai vole la vedette à tout le reste. Ouais. Et puis, la scène en elle-même est marquante. Il y a énormément d'emphase au moment où Tim Drake tire sur le Joker. Comment ça? Bah, tu sais bien, le Joker ordonne à Tim Drake, qui a subi un lavage de cerveau, de tirer sur Batman. Dans un ultime sursaut de volonté, Tim Drake décide de plutôt tirer sur le Joker. That's not funny. That's not... N'importe quoi. Au contraire, dans un ultime sursaut de volonté, Tim Drake se débarrasse de son arme et le Joker, furieux, se rue sur lui pour le tuer, fait un faux mouvement dans la lutte qui s'ensuit et meurt électrocuté. Ah, je comprends. T'as vu la version censurée. Et qui te dit que c'est pas toi qui as vu la version censurée? Tu trouves que c'est plus traumatisant de voir clairement ce qui se passe plutôt que de seulement pouvoir se l'imaginer? C'est carrément plus traumatisant de savoir que la chute de l'enfant prodige est allée jusqu'au point où il tire sur le Joker. Mais je comprends ce que tu dis, en effet ça se discute de savoir quelle version traumatise le plus. Mais pour répondre à ta question, je sais que c'est ta version, la version censurée. Je me disais aussi que c'était curieux que Tim Drake culpabilise autant de ce qui s'est passé alors que le Joker a clairement été l'artisan de sa défaite finale. Cet exemple illustre donc deux problèmes avec la censure. D'une part, ce n'est pas facile de savoir ce qui sera le plus traumatisant pour un enfant. Or, la censure a toujours l'air très sûre de son coup. Et d'autre part, la censure peut être délétère pour la cohérence au moins esthétique de l'histoire. Et nous passons notre temps à critiquer des dessins animés en portant sur eux le même regard que sur des œuvres pour adultes. Ne dit-on pas pourtant que les dessins animés pour enfants sont censurés par rapport à leur équivalent pour adultes? Non, on dit qu'ils sont édulcorés. Et si tu veux mon avis, le terme est impropre. On ne sait pas comment est née l'idée que les dessins animés, c'est pour les enfants. Nous avons déjà eu l'occasion de dire qu'un dessin est toujours plus doux, plus simple, plus rassurant que des prises de vue réelles, et c'est peut-être de cette banale constatation qu'est née l'idée saugrenue qu'il fallait ranger sous le masque rouge au rayon enfant. Mais en tout cas, cette idée s'étant solidement ancrée dans l'esprit de tous, force est de constater que l'immense majorité des séries animées occidentales, même les plus matures, ont un objectif commun de simplicité et d'accessibilité. Les dessins animés s'imposent la contrainte d'être compréhensibles par tous, y compris par les enfants. D'ailleurs, le fait que ce soit du dessin y contribue. Ça ne signifie pas que les œuvres estampillées pour adultes sont toujours obscures et inaccessibles à un public non averti, ni que tout sera toujours accessible aux plus jeunes dans une œuvre estampillée pour enfants. Mais on sent toujours dans les séries animées pour la jeunesse une ambition de clarté de l'ensemble qui permettra qu'en plus d'occuper les enfants, les aventures des personnages à l'écran seront porteuses d'enseignements, certains pouvant être davantage profitables aux enfants qu'aux adultes, et d'autres étant plus universels. On serait tenté de dire que la spécificité des œuvres pour la jeunesse, c'est d'enseigner. Mais non, les enseignements, c'est quelque chose de commun à toute forme de fiction. C'est l'ambition de simplicité qui est spécifique des dessins animés pour enfants. Quand une œuvre pour adultes est simple, c'est moins clairement par volonté délibérée que dans une œuvre pour enfants. C'est à ça qu'on reconnaît les œuvres pour enfants et j'ai l'impression que trop souvent c'est ça qu'on désigne par le terme édulcoré. Moi j'ai eu l'impression qu'on dit qu'un dessin animé est édulcoré quand on a le sentiment qu'il devrait être plus violent et qu'il ne l'est pas. Reste que le terme édulcoré sous-entend qu'une action a été entreprise a posteriori pour adoucir quelque chose qui n'était pas doux. Or, bien souvent, la douceur fait partie du projet d'origine. Elle fait partie de sa simplicité. Montrer des tas de morts dans des scènes de bataille n'est utile que si ça sert le propos d'une façon ou d'une autre. Pas besoin d'être un dessin animé pour enfants pour ça. Le film Wonder Woman montre les horreurs de la guerre parce que c'est son propos. Captain America ne les montre pas parce que ça ne l'est pas. Et en effet, peu de dessins animés pour enfants font le choix de raconter une histoire qui nécessite absolument de montrer de la violence graphique pour être efficace. C'est peut-être un peu hâtif de réduire tout ça à des questions de simplicité, mais le terme édulcoré sous-entend qu'on nous cache quelque chose qu'on aurait dû nous montrer. Bien souvent, ce n'est pas ça qui fait que le dessin animé est relativement peu violent. Mais parfois, si. Et là, on entre tout doucement dans le domaine de la censure. Dans la notion de censure, il y a l'idée que l'auteur aurait voulu mettre quelque chose et qu'on lui a dit non. Il peut aussi s'être dit non à lui-même par peur des représailles, mais ça c'est un autre débat. La notion importante, c'est cette idée de projet de départ qui a été altérée pour des raisons autres qu'artistiques. On peut inclure là-dedans tout ce qu'il aurait dû y avoir dans l'œuvre, mais qui en a été exclu pour des raisons extérieures à l'œuvre elle-même. Quelle raison? C'est la bonne question. On peut rarement savoir quelles sont les vraies motivations derrière la censure, d'autant que les personnes concernées ne disent pas toujours toute la vérité, mais d'une façon générale, la censure semble toujours avoir un double objectif dans les dessins animés pour la jeunesse. Éviter de traumatiser les enfants, c'est sûr, notamment en évitant de lui montrer des choses qu'il n'est pas encore capable de supporter, mais aussi éviter de risquer la désapprobation des parents, notamment en évitant de montrer ce qui pourrait être perçu comme l'exemple à ne pas suivre. Ça implique un certain effort d'édulcoration et de neutralisation ou d'universalisation du propos.
En France, cet effort semble proportionné à la tranche d'âge ciblée plus qu'aux États-Unis, et même si les conséquences de cet effort sur le produit fini sont la plupart du temps assez prévisibles, il y a des fois où elles le sont beaucoup moins. Une grande pizza, s'il te plaît. Double dose de poisson. Eh ben, tu dois avoir sacrément faim. I'm ordering for 2. Steven's pregnant? I don't think so. Mais il y a un lion géant qui m'attend dehors. Mis à part dans des cas de commentaires de DVD où l'auteur dit explicitement ce qui lui a été refusé par la censure, le seul cas où on est sûr qu'il y a bien eu acte de censure, c'est lorsqu'il y a l'élément de comparaison non censuré, c'est-à-dire dans le cas d'adaptation pour un pays d'une œuvre produite dans un autre pays. Vous pensez évidemment tous à la censure principalement américaine d'animés japonais. Nous y reviendrons, mais ça permet de se rendre compte de deux choses. D'une part, ça permet de se rendre compte que, lorsqu'ils sont confrontés à un dessin animé qui n'est pas adapté à leurs jeunes enfants, les Occidentaux feront tout pour le forcer à devenir adapté à leurs jeunes enfants, plutôt que de simplement admettre qu'il ne l'est pas et le réserver à un public légèrement plus âgé. D'autre part, ça permet de se rendre compte de ce qu'on censure. Surtout des images, souvent des mots, rarement des idées. C'est fréquent, en particulier dans les dessins animés américains, que les mots morts ou tués soient absents. En revanche, c'est rare que l'idée de cessation d'existence ou de provoquer la cessation d'existence d'autrui soit absente. En un mot, les Américains ont une vision extrêmement technique et procédurière de la censure. On y reviendra aussi. Tu as dit que l'importation était le seul cas où on pouvait être vraiment sûr que quelque chose avait été censuré. De la même manière, je dirais que le cas où on voit vraiment que quelque chose a été édulcoré, c'est l'adaptation. Qui plus est, quand l'adaptation n'a pas le même public cible que l'œuvre originale. On a montré quelques images de Diabolique, où le héros ne tue pas même dans le feu de l'action, contrairement à son homologue des comics qui tue même de sang-froid. On pourrait également citer Creepshow, adaptation des contes de la crypte sans effusion de sang ni mort gratuite. On voit dans ces cas que, contrairement à la censure qui modifie la façon dont une idée sera mise en scène mais pas l'idée elle-même, l'édulcoration lors de l'adaptation peut modifier l'idée. En fait, les mots employés reflètent parfaitement cette différence. Censurer, c'est cacher, édulcorer, c'est atténuer. Par définition, quelque chose de caché reste présent. Quelque chose d'atténué a été réellement modifié. Pour reprendre l'exemple de Diabolique, ce n'est pas que l'idée de mort en elle-même est niée dans la série, c'est tout simplement que ça n'arrive pas. Ce n'est pas comme dans Spider-Man où des personnages meurent de toutes les façons possibles et imaginables, mais où la série s'évertue à toujours appeler ça autrement. L'exemple de Spider-Man nous avait permis, dans une précédente vidéo, de déterminer le genre de choses qui peuvent être censurées dans un dessin animé américain. Reprenons la liste que nous avions alors dressée et essayons de généraliser. On avait donc dit les armes, la mort, le vocabulaire, la violence physique et les heures sombres de notre histoire. À quoi on pourrait ajouter l'amour, le sexe, la religion et la politique. Réorganisons un peu ça. Donc, on a 1. La violence et la mort, 2. L'amour et le sexe, 3. Les croyances et les opinions, et 4. Les tabous culturels. 1. La violence et la mort. En Occident, quand on le peut, on épargne la violence et la mort aux enfants. Quand on ne le peut pas, si on n'est pas trop débile, on leur épargne au moins l'image de la mort, et si possible, l'image de la violence. Chose évidente, là où la fiction pour adultes, en live ou animé, s'autorise un degré variable de violence gratuite en fonction du type de public ciblé, les dessins animés pour la jeunesse se limitent de toute façon généralement à la violence nécessaire au scénario. En d'autres termes, on ne voit les batailles du gouffre de Helm que du point de vue des héros et des généraux. On ne s'attarde pas sur ça ou ça. Il y a une gradation de la violence en fonction du public ciblé dans la fiction occidentale pour enfants. Une série comme Tabaluga destinée aux plus jeunes, une série comme Sonic le Hérisson ou Sonic le Rebelle destinée à un public plus âgé, et une série comme Avatar le Dernier Maître de l'Air destinée à un public encore plus âgé ne se permettront pas les mêmes choses du point de vue de ce qu'elles s'autorisent à représenter et disons du niveau de tension qu'elles s'autorisent à avoir. Mais, chose amusante, ces 4 œuvres s'autorisent à raconter la même chose. Les héros sont en guerre contre une puissance ennemie redoutée par le peuple, qui s'est rendu coupable d'atrocités, et on nie dans aucun des 4 cas que la guerre fait ou a fait des victimes. Malgré ce scénario commun, il est évident que Tabaluga est destiné à un public très jeune, que les Sonic sont destinés à un public intermédiaire entre 7 et 10 ans, et qu'Avatar le Dernier Maître de l'Air est destiné à un public de plus de 10 ans. Étant donné que l'intrigue est la même, comment ça se fait que ce soit si flagrant ? On pourrait dire que c'est à cause du degré de complexité de l'intrigue, mais ce serait prendre le problème par le mauvais bout. Avatar, le Dernier Maître de l'Air, se permet de donner plus de détails sur les enjeux géopolitiques du conflit opposant l'Avatar et ses partisans à la Nation du Feu, et c'est évidemment parce que les auteurs partent du principe que le public visé, plus âgé que celui de Tabaluga, comprendra ce qu'un enfant de 6-7 ans ne comprendrait pas. Mais ces éléments de géopolitique sont présents aussi dans Tabaluga, ils sont juste laissés implicites, et leur manifestation reste au stade de l'allusion. Ce qui fait qu'on aboutit à une situation un peu paradoxale où le spectateur adulte est davantage tenu par la main dans Avatar le Dernier Maître de l'Air pour comprendre des subtilités qu'il est invité à comprendre tout seul dans Tabaluga, pourtant destiné à un public plus jeune. Tout ça pour dire que malgré le fait que les séries pour très jeunes et les séries pour moins jeunes ne sont pas identiques du point de vue de la violence et de la mort comme de tout un tas d'autres points de vue,
Les unes ne sont pas intrinsèquement moins intelligentes que les autres. Le spectateur adulte sera frustré que les séries comme Tabaluga n'entrent pas de plein pied dans le vif du sujet comme peuvent le faire les Avatar le dernier maître de l'air, mais le vif du sujet est mis en scène dans les deux cas, c'est juste que dans l'un, il n'est pas commenté. Mais restons focalisés sur la question de la violence et de sa censure. Outre le fait de ne pas inclure de violence gratuite, 2 mesures sont prises dans Tabaluga pour atténuer la violence, une seule est prise dans les Sonic, et aucune dans Avatar le dernier maître de l'air, mis à part le fait de laisser les choses ambiguës si possible en se disant que les vrais sauront. Dans Sonic le Hérisson et Sonic le Rebelle, les victimes de la guerre ne meurent pas, elles sont envoyées dans une autre dimension ou robotisées. Dans Sonic le Hérisson, c'est réellement une autre notion, car l'exil et la robotisation ne sont pas présentés comme rigoureusement irréversibles. Dans Sonic le Rebelle, la robotisation n'est rien d'autre qu'un autre nom pour la mort, comme la catalepsie dans Chris Colorado pour son ancêtre. Il n'empêche qu'on est dans le cas où l'auteur a la main sur ce qu'il va présenter à ses spectateurs, et où ce qu'il choisit de faire, c'est non pas de nier qu'on peut tomber au combat, ni de nier l'existence de la mort, mais de créer un méchant qui, pour des raisons essentiellement pratiques, fait autre chose que tuer ses ennemis. Idem dans Tabaluga, on sait que c'est possible de mourir, à plus forte raison au combat contre Arctos, mais ce que fait Arctos la plupart du temps, c'est congeler ses ennemis pour sa salle du triomphe, et par chance, c'est réversible. J'ai dit que Tabaluga prenait une autre mesure pour atténuer la violence, c'est que Tabaluga ne met en scène ces choses-là que lorsque c'est absolument nécessaire, et ne s'autorise à donner l'impression que les héros sont en danger que lorsque le contraire nuirait à l'efficacité du récit. C'est à cette deuxième précaution qu'on reconnaît les séries pour très jeunes enfants. D'une part parce qu'elles contribuent à leur donner le côté mignon et poétique que les séries plus dures avec les personnages n'ont pas, d'autre part parce que ce sont celles où fondamentalement l'enfant ne peut pas avoir de crainte sérieuse pour son héros. C'est ce que je disais au sujet de Clémentine. Clémentine ne risque jamais rien parce qu'Emera n'est jamais loin. C'est l'aspect poétique du récit que la série exploitera pour retenir l'attention du spectateur. Là, on parle du scénario pris dans sa globalité, mais sinon, concrètement, dans le détail des scènes, les séries animées occidentales pour la jeunesse sont pudiques du point de vue du cadrage. Le coup de grâce est généralement porté hors cadre, comme il l'est d'ailleurs souvent dans des œuvres qui ont moins de restrictions. C'est valable aussi pour les blessures, et globalement, les cadavres sont toujours hors cadre, et on évite les effusions de sang même quand on est clairement en train de nous montrer un personnage qui meurt sous le feu ennemi. Après, il y a toujours des séries un peu ovni comme Redwall qui se permettent un degré supérieur de violence graphique gratuite, sans pour autant se revendiquer plus adulte dans l'absolu. D'ailleurs, même Sandokan se permet des libertés peu courantes pour les années 90 de ce point de vue. J'en profite pour redire que cette idée qu'il faut atténuer la violence graphique dans les dessins animés pour enfants n'est pas intemporelle, elle date des années 90. Dans les années 80, on était moins réticent à diffuser des images choquantes aux enfants, principalement issues d'animés japonais qu'on importait apparemment sans trop se poser ce genre de questions. On les censurait, mais on les censurait globalement moins qu'on a pu le faire par la suite. En tout cas, de façon moins maîtrisée. Julia, je n'avais pas fini de construire la rambarde, Julia! Et même les séries animées françaises comme Clémentine se permettaient d'avoir une approche plus directe de la violence qui, associée à l'imagerie parfois un peu cauchemardesque, en a traumatisé plus d'un. On importe toujours des animés japonais, mais on ne croit plus les enfants capables de les supporter tels quels. Comme tu le disais dans Clémentine, ce n'est pas qu'on les prenait moins pour des cons avant, c'est qu'on les prenait pour des cons à qui on peut parler de tout, alors que maintenant on les prend pour des cons à qui il ne faut parler de rien, du moins directement. Bon, le fait qu'on obtienne souvent nos VF à partir des versions américaines n'arrange rien. Alors que les Français censuraient finalement très peu la violence de Dragon Ball et Dragon Ball Z qu'ils importaient directement du Japon et ne censuraient que le sexe ainsi que quelques allusions scatologiques, les Américains ont beaucoup censuré Dragon Ball Z. Parmi les multiples traductions qu'ils ont faites de DBZ, on connaît le coup des parachutes invisibles censés rassurer le spectateur sur la survie de tel ou tel figurant, l'ajout de bruits de respiration sur les cadavres, les multiples périphrases et pirouettes rhétoriques pour ne pas avouer que mourir c'est mourir et il est clair que les Américains avaient beaucoup plus de réserves sur ce type de matériel que n'a pu en avoir Dorothée. Mais avant de parler de la censure d'animés japonais par les Américains, il faut qu'on reparle de leur vision technique et procéduraire de la censure. La censure américaine fonctionne par mots-clés et images-clés. Ils n'interdisent pas qu'il y ait de la violence et de la mort, ils interdisent qu'elle prenne telle ou telle forme. Typiquement, ils interdisent qu'on la voie directement, ils interdisent qu'on dise les mots morts ou tués, surtout s'agissant de faits accomplis, et surtout, ils interdisent que les armes soient réalistes. Ce dernier cas est révélateur. La notion de guerre, on l'apprend quand on est tout petit. L'idée qu'on se bat avec des armes, on se la fait dès la maternelle. Que le glaive et l'arme à feu remplissent la même fonction que les poings, je l'ai peut-être même su avant la maternelle. Et de fait, même les dessins animés pour très jeunes enfants ont indifféremment recours au conflit à main nue et au conflit armé. Là n'est pas la question. La hantise du censeur américain, c'est que des associations de parents viennent se plaindre parce qu'un enfant s'est tué avec l'arme d'un de ses parents en voulant imiter son héros. Admettons. Mais le censeur américain se fait l'idée absurde que plus l'arme trouvée dans la chambre des parents ressemblera à celle de son héros, plus ça risque d'arriver. En quoi c'est si absurde ? Le résultat c'est que pour s'assurer que les armes de dessin animé ne seront pas réalistes, on en fait souvent des pistolets laser. Mais comment l'enfant peut-il savoir que l'arme de ses parents n'en est pas un avant d'essayer ? S'il devient agressif, je lui fais peur avec ça. Je croyais que c'était un briquet. Oui, c'en est un. Mais il le sait pas, ça. Par définition, soit on sait, soit on ne sait pas. L'entre-deux que présupposent les censeurs n'existe pas.
Cette hantise des Américains sur les enfants qui risquent de vouloir imiter les personnages va au-delà des armes à feu. Elle a conduit à ce que Spider-Man effectue toujours des acrobaties surhumaines pour frapper ses ennemis plutôt que de simplement leur donner un coup de poing, et à ce que les abus physiques du schtroumpf costaud sur le schtroumpf à lunettes soient remplacés par quelque chose de plus inimitable. Et une bonne partie de la censure américaine fonctionne comme ça, elle vise à rendre ce qui se passe à l'écran intraduisible dans le monde réel. Il en découle que les auteurs qui veulent quand même mettre de la violence et de la mort ont deux méthodes pour rendre leur œuvre compatible avec la censure américaine. Le silence qui, même quand il est évocateur, ne peut pas être traduit directement, et la métonymie, l'utilisation d'un mot pour un autre. Mais pourquoi ne m'as-tu pas définitivement détruit? Ce sont respectivement la méthode Batman et la méthode Spider-Man. La méthode Batman, c'est de cacher ce que l'on ne saurait voir, de rester silencieux dans les moments où quelque chose de pas montrable est en train de se produire pour que le spectateur comprenne tout seul, et le spectateur enfant, qui n'est pas l'imbécile que les censeurs imaginent qu'il est, comprend tout seul. C'est l'idée derrière la mort des Grayson, et c'est également l'idée derrière la façon de mettre en scène la mort des criminels du gang Valestra. Est-ce une bonne méthode ? Une bonne façon de le savoir est de comparer les deux versions du Retour du Joker, où les auteurs ont pu y aller cash un temps, puis ont finalement été obligés de revenir à leur bonne vieille méthode Batman. Exactement. La censure de tous les pays part du principe que l'explicite sera toujours plus traumatisant que le suggéré. L'exemple du Retour du Joker prouve que ce n'est pas si évident. Certes, la version non censurée est plus brutale sur le moment, mais les bruitages et le cri hors champ alimentent beaucoup plus les cauchemars a posteriori. Il en va de même pour le bout de corde rompu dans la scène de mort des Grayson. Le suggéré laisse trop de place à l'imagination, on imagine toujours les choses pires qu'elles ne le sont. Je ne suis pas d'accord, moi la scène non censurée de la mort du Joker me choque plus. Pas seulement parce que Tim Drake s'y rend davantage coupable de meurtre, mais aussi parce que justement c'est un mode de mise en scène inhabituel pour un dessin animé pour la jeunesse. Ok, ça se mord un peu la queue. Un exemple qui irait davantage dans ton sens, c'est peut-être celui de Théo, la batte de la victoire. Je ne connais pas cette série, mais apparemment c'est en gros l'histoire d'un gros branleur qui décide de laisser sa flamme de côté et devenir champion de baseball comme son frère jumeau à la mort de celui-ci dans un accident de voiture. L'épisode de la mort du jumeau, relativement tardif, n'a pas été diffusé sur la 5. Et les témoignages sur internet vont tous dans le même sens. Ça a été 1000 fois plus traumatisant d'apprendre d'un coup que Kim le jumeau était mort alors qu'à l'épisode précédent tout allait bien. Donc le non-dit n'est pas la bonne méthode pour éviter de traumatiser les gens, mais on dit couramment que là n'était pas le but de Bruce Timm et Paul Dini. On dit au contraire que puisque la censure leur imposait ces choses-là, ils ont mesquinement tout fait pour que l'alternative soit encore pire que de la violence graphique façon animé japonais. Est-ce qu'au moins la méthode Batman est efficace pour rendre les choses absconses pour le jeune spectateur ? Pour qu'il n'en déduise pas les moyens d'essayer chez lui ? Je dirais que non, par expérience personnelle. Quand j'étais adolescent, j'ai participé à un Pictionary avec des adultes et des enfants. Un enfant de mon équipe devait faire deviner le mot mort. Il a représenté un bonhomme à terre transpercé de flèches. Un adulte aurait représenté une pierre tombale, ou une tête de mort, ou un symbole. Mais non, l'enfant, on lui parle de la mort, il voit le truc concret, et même le plus brutal possible. Donc moi je pense que quand il voit la corde rompue, l'enfant visualise parfaitement les Grayson qui s'écrasent au sol. Donc la méthode consistant à laisser les choses implicites ne fonctionne apparemment pas. Mais peut-être qu'au moins elle évite que les studios reçoivent des protestations de parents. Qu'en est-il de la méthode métonymique ? La méthode Spider-Man consiste à substituer à la mort, que ce soit du point de vue des mots ou du point de vue des images, tout un tas de choses qui signifient la mort, mais qui ne sont pas à proprement parler la mort. Tomber dans un vortex dont on ne ressortira jamais, avoir sa force vitale aspirée, se retrouver exsangue après avoir été attaqué par un vampire, qui aspire bien le sang, appelé plasma en VO, mais par les mains. Mais est-ce une bonne méthode ? Même si le spectateur averti n'est pas dupe, il se sent parfois pris pour un idiot. On m'a donné le moyen de mettre fin à ton martyre. Tu ne te comporteras plus jamais comme un vampire, mais tu ne te comporteras plus non plus comme un homme. Tu vas retourner dans les limbes du sommeil. Et puis ça nuit à l'intensité dramatique. La scène, c'est que la petite amie de Morbius lui propose de mettre fin à ses souffrances. Mais cette espèce d'exotisme verbal fait passer ça pour de la gnognotte. Cette méthode Spider-Man est très répandue. C'est le principe de la catalepsie dans Kiss Colorado, dessin animé français. C'est peut-être une des motivations du concept de tomber dans la mer numérique dans Code Lyoko, et c'est l'idée de la robotisation dans Sonic le Rebelle. On la trouve même dans Batman. Et quand j'ai voulu les coincer, ils ont déclenché un système d'autodestruction. Ce n'est pas de la censure ou de l'autocensure au sens où c'est un ressort créatif pour éviter certains tabous plutôt qu'une suppression de quelque chose qu'il aurait fallu mettre, mais les motivations sont les mêmes. Je ne me prononcerai pas sur le fait que ça permette réellement de rendre la violence intraduisible. Pour les armes, j'ai déjà dit que j'étais sûr du contraire, mais c'est mon intime conviction qui vaut ce qu'elle vaut. L'idéal pour la mise en œuvre de cette méthode, c'est quand la mort et les conditions de la mort dans l'univers de la série sont
différente de la vraie vie, visuellement voire conceptuellement. Exemple, dans Gargoyles, c'est très pratique de montrer des gens détruisant des statues de pierre et que ça suffise pour que le spectateur comprenne ils tuent des gargouilles. Le cas Gargoyles est intéressant. Il utilise de la méthode Spider-Man avec ses gargouilles et adopte des angles de vue pudiques dans certains cas, peut-être plus pour l'emphase que pour la censure d'ailleurs, mais il s'autorise le sang et les armes dans certains cas. C'est parce que la série n'édulcore et ne censure la violence que quand elle est superflue. La série ne montre que pour démontrer. Le chef viking est intelligent, mais il ne croit pas que les gargouilles sont vivantes. Il attaque, la nuit tombe, il découvre que les gargouilles sont vivantes. Il attaque quand même, parce qu'il découvre également que les gargouilles peuvent être blessées au combat. Démonstration à l'appui. À l'assaut, mes braves, ils ne seront pas invincibles! Idem, quand la série montre une arme, c'est pour démontrer que les armes sont dangereuses. Broadway tire accidentellement sur Elisa. Pour faire passer un message, il faut montrer pourquoi il est juste. C'est ce que fait Gargoyles. On dit souvent qu'il n'y a que deux réactions possibles face à une oppression, résister ou collaborer. Quand on entend les interviews ou qu'on lit des critiques, on a l'impression que la méthode Batman est considérée comme de la résistance, on passe des choses en douce parfois même derrière des appâts, et la méthode Spider-Man comme de la collaboration, on fait sienne les valeurs des censeurs. On voit avec ces exemples que la réalité est plus nuancée et que la pertinence du choix d'une méthode se juge plutôt par sa mise en œuvre et par le contexte dans lequel ce choix a été fait. Ça fait beaucoup plus tâche d'entendre parler de système d'autodestruction dans une série comme Batman que de plasma dans une série plus fantasque comme Spider-Man. Mais on se sent beaucoup plus pris pour des idiots avec l'artefact de carnage dans Spider-Man qu'avec les statues détruites dans Gargoyles, même s'il ressort elle-même. Mais ça, ce sont les cas où la censure, l'autocensure ou l'édulcoration se font de manière concomitante à la création. Le cas de la censure lors de l'importation d'œuvres étrangères est évidemment différent. Déjà, il ne peut y avoir que de la suppression. À moins de faire une série à la Power Rangers avec des scènes d'action peu signifiantes reprises de la VO et l'ensemble de l'histoire réécrite avec des scènes originales, on ne peut pas repenser totalement une série plus édulcorée. Mais pour ces suppressions, on utilise en partie les mêmes méthodes. Prenons Digimon, c'est essentiellement de la méthode Batman. On rend les plans et les formulations plus pudiques qu'ils ne le sont en version originale, mais on ne nie pas ce qui est arrivé. Il faut dire qu'on sait que les Digimon se réincarnent et que leur façon de mourir est visuellement compatible avec l'idée qu'un occidental se fait du dessin animé pour enfants. Il y a quand même des cas minoritaires de méthode Spider-Man qui sont d'autant plus bizarres, qui sont rares, ne trompent personne et arrivent comme un cheveu sur la soupe. Vous avez eu votre chance, mais maintenant vous allez partir dans les cellules de mon château! Sans compter qu'ensuite tout le monde fait bien comme s'ils étaient morts. On note d'ailleurs que, contrairement au cas où la méthode Spider-Man est employée pendant le processus de création, employer cette méthode sur des dialogues traduits depuis une version originale revient à changer le sens de l'intrigue. Il les a envoyés en prison sans aucune vraie raison! C'est donc beaucoup moins anodin que de remonter les scènes pour que le cadrage soit plus pudique. Parfois ce sont des scènes entières qu'on supprime purement et simplement quand elles ne sont pas utiles à l'intrigue. Ça a apparemment été le cas de la scène des agressions de jeunes femmes par Myotismon lors de certaines diffusions de la VF de Digimon. Et parfois on le fait même quand ces scènes sont utiles à l'intrigue, comme dans Théo la batte de la victoire qu'on a déjà évoqué. Parfois, typiquement pour supprimer les armes, on modifie simplement le dessin. Ça peut être discret comme là, parfois un peu moins comme là, et parfois ça peut être carrément ridicule comme là. On retrouve ici la censure technique et procédurière des Américains. Montrer qu'un personnage meurt, c'est envisageable, mais montrer qu'un personnage est mis en joue, c'est hors de question, même s'il s'en sort sans difficulté. Ou peut-être d'ailleurs, parce qu'il s'en sort sans difficulté. Oui, on en revient à cette histoire d'imitation. Après tout, montrer des armes sans effet, c'est peut-être pire que de montrer des armes avec effet, parce que ça donne l'impression que c'est pas grave de tirer sur les gens. L'idée est sans doute la même pour l'alcool et la drogue. On remplace la bière de Nanimon par du soda orange et les cigarettes de Sanji par des sucettes dans la version américaine, parce qu'on ne veut pas que le tabagisme soit présenté comme quelque chose de positif. Bon, remarque, Nanimon n'est pourtant pas un personnage positif, et aujourd'hui même les méchants n'ont plus le droit de fumer dans les films américains. Heureusement que les Français sont plus coulants. La censure française essaye de ne pas encourager les enfants au tabagisme, à la consommation d'alcool ou à la malbouffe, mais l'effort paraît plus proportionné à la tranche d'âge ciblée. En tout cas, pour les animés japonais, la VF souffre de ce type de modification surtout lorsqu'elle est traduite de la version américaine, ce qui est le cas pour Digimon, mais ne l'a été ni pour Dragon Ball et Dragon Ball Z, ni pour Sonic X, ni pour One Piece par exemple. 2. L'amour et le sexe. Tous les pays censurent le sexe à un degré ou à un autre, même dans la fiction pour adultes. Mais pas du tout. Moi, quand je joue une cassette, on voit tout. Ouais, sauf que c'est pas les mêmes films. La censure sur la nudité est plus variable. Mais les relations amoureuses en elles-mêmes semblent faire l'objet d'un tabou dans les dessins animés pour la jeunesse. C'est ambigu. Les Disney ne se sont jamais empêchés d'inclure des intrigues romantiques, bien au contraire, et de nombreuses séries animées occidentales incluent des intrigues romantiques, même si celles-ci restent le plus platonique possible, le plus longtemps possible. Mais à l'inverse, il y a des cas comme Diabolique où la série fait des pieds et des mains pour passer sous silence le fait que les héros sont en couple alors que c'est sans ambiguïté et qu'il n'y a aucune raison valable de ne pas le montrer, sachant que Mickey et Minnie s'embrassent dans le cadre depuis les années 30. Bon d'accord, ce sont des animaux, mais quand même. On dit que les Américains sont réticents à inclure et développer des intrigues romantiques dans les dessins animés d'action-aventure pour la jeunesse. À plus forte raison, des intrigues romantiques entre enfants. La rumeur veut que ce soit parce que les Américains ne croient pas à la réalité de ce type de relation chez les enfants.
Qu'outre-Atlantique, au collège et au lycée, un tel sort avec un tel pour des raisons de statut et de calcul de popularité plus que par amour. C'est difficilement vérifiable. En tout cas, en France, où l'organisation sociale au collège et au lycée est moins codifiée, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, et on a des dessins animés comme Code Lyoko qui rendent compte du fait que l'amour au collège, c'est une réalité. Toujours est-il qu'on a souvent dit que le traitement des intrigues romantiques à partir de la saison 2 était dû à la pression des coproducteurs américains. D'après ce que nous a dit Sophie de Croisette au cours de son interview, c'est surtout qu'il craignait que Code Lyoko devienne un truc comme Max et compagnie, où l'intrigue surnaturelle serait subordonnée aux intrigues romantiques. Mais certains dessins animés donnent l'impression de partir du principe que les enfants ne sont pas concernés par ces choses-là, ou ne devraient pas l'être. C'est d'autant plus bizarre et d'autant plus ambigu que certaines séries pour très jeunes incluent de la romance, alors que d'autres séries pour très jeunes parlent de tout ce qui structure la vie d'un enfant sauf de ça. Alors que moi j'ai été amoureux dès le début de la primaire, peut-être même avant, l'ambiguïté persiste pour les baisers dans le cadre. C'est limité au strict minimum, le plus souvent c'est de toute façon très pudique, et on a du mal à voir la différence entre les cas où c'est acceptable et les cas où c'est tout à fait impensable. On pourrait croire que c'est une question de mariage pour les Américains, mais c'est loin de tout expliquer. À côté de ça, les personnages de cartoon ont toujours embrassé tout le monde sur la bouche. Après, sur ce sujet comme sur son évocation, les Européens sont clairement moins complexés que les Américains en Occident. Il en va de même pour la nudité et les allusions sexuelles. On peut lire des témoignages d'Américains étonnés par les filles en sous-vêtements dans Code Lyoko, et on connaît les censures américaines de Dragon Ball, où des images sont carrément redessinées pour atténuer la nudité. C'est sans doute leur puritanisme qui leur impose d'en arriver à ces extrémités. À l'opposé, les Japonais ne voient aucune connotation sexuelle dans la nudité des enfants, donc n'hésite pas à mettre des scènes de bain que la version américaine se contente de supprimer purement et simplement quand elles sont pas utiles au scénario. Quant aux allusions sexuelles, c'est plus rare d'en trouver dans les dessins animés américains que dans les dessins animés français. D'où notre notion du gag très français. Bon, pour une belle fille comme vous, il y a d'autres moyens de payer. Je ne comprends pas. Il arrive quand même qu'on trouve des allusions sexuelles dans les dessins animés américains. Je suis l'homme le plus rapide du monde. Ça explique pourquoi tu ne te trouves pas de copine. Et certaines séries comme les Animaniacs sont connues pour leurs nombreuses blagues de cul dissimulées au détour d'un dialogue qui assurent le divertissement des babysitters. Mais dans les séries françaises, ça semble se faire plus naturellement. On cache des revues d'informatique, monsieur. En même temps, ce serait illogique de la part de la censure de s'opposer à ce genre d'allusions. On ne les comprend que si on en sait déjà suffisamment. Dans tous les cas, elles n'apprennent rien à l'enfant. Les Français ne sont quand même pas des porcs. Les blagues de cul de Dragon Ball, c'était quand même parfois trop pour la censure française, même celle des années 80. Ainsi, beaucoup de gags visuels ont été supprimés et les dialogues s'y rapportant ont été modifiés. Ce qui fait qu'ils ont parfois été remplacés par des platitudes qui rendent la scène inutile, ou bien par des dialogues incompréhensibles comme la VF de Dragon Ball en a le secret, ou bien des blagues sexistes. Ah, oui c'est vrai, tu n'es qu'une fille et les filles ne font jamais rien d'extraordinaire à part la cuisine et le ménage. Bon, il fallait bien justifier la réaction de Bulma, mais à ce stade, c'est sans doute un peu contre-productif. Ça, c'est les allusions dans les dialogues. Il y a aussi les allusions visuelles. Les Japonais adorent ça, et les Américains détestent. Le cas de Digimon Fusion montre jusqu'à quelles extrémités invraisemblables ils sont prêts à aller pour rectifier le tir. À partir du deuxième arc, ce Digimon, Mervamon, intègre l'équipe des héros. Elle devient donc un personnage principal qui apparaît dans tous les épisodes. Et dans tous les épisodes, les Américains ont redessiné des vêtements par-dessus son décolleté. Contre-productif dans un sens, car le fait que ses seins soient couverts les font paraître d'autant plus gros, vu que quand ils sont découverts, c'est moins incongru qu'ils soient gros. Donc ils attirent moins l'attention. Mais d'un autre côté, quand on voit certains gros plans que la censure n'a pas supprimés, on se dit heureusement qu'ils ont ajouté des vêtements parce que sinon je décrocherais de l'attention dramatique de cette scène. Lilithmon a reçu un traitement similaire, sauf que pour elle, il a en plus fallu supprimer certaines scènes parce que... Ah, et elle a également été rebaptisée Laylamon, sans doute à cause de la connotation sexuelle du personnage de Lilith, que les enfants ne peuvent évidemment pas connaître sauf si le mal est déjà fait, si j'ose dire. Ou alors à cause de la connotation biblique. Toujours est-il que Layla veut dire nuit en hébreu. On reste à peu près dans le bon registre. Le problème ne se pose pas uniquement avec les animés japonais. Si on reprend le retour du Joker, il y a une scène où Batgirl interroge des prostituées qui a été censurée. Là encore, c'est absurde. Outre le fait que les gamins savent maintenant très jeunes ce que c'est qu'une prostituée, l'image de Batgirl interrogeant les prostituées n'est choquante que pour quelqu'un qui comprend ce qu'il a devant les yeux. On voit bien que ce type de censure sert davantage à faire plaisir aux parents qu'à protéger les enfants. 3. Les croyances et les opinions. Les dessins animés pour enfants, si on oublie 2 minutes ceux qui sont produits par les témoins de Jéhovah, ont le plus souvent un message universel. Dans l'ensemble, ils prennent parti pour une vision consensuelle du monde, du moins en termes de morale. Vraisemblablement, ce n'est pas par censure ou par autocensure, c'est par choix. Au moins dans les dessins animés pour les plus jeunes.
Bien sûr, ce n'est que mon avis de spectatrice, mais le message d'une œuvre pour les tout-petits ne peut être que simple et général, tout simplement parce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. À un tout-petit, on se contente de lui dire que c'est bien de respecter les autres et mal de s'en prendre aux innocents. Personne de sensé ne peut contester ce message. Par contre, je suis pas d'accord pour dire que les dessins animés pour enfants ne disent que des choses consensuelles. Ils ont tous, volontairement ou non, un parti pris philosophique. Alors disons que les dessins animés reflètent les idées du moment, qui peuvent être multiples et contradictoires. Les dessins animés pour enfants n'ont généralement pas pour vocation de se placer à l'avant-garde idéologique. Ils ne cherchent pas à chahuter le spectateur en bousculant les idées reçues de toute une société et ne mettent au contraire en scène que des idées couramment admises comme valides, dont tout le monde a conscience qu'elles existent. Ils transmettent les enseignements d'une civilisation à ces jeunes recrues plutôt que d'enseigner à la civilisation elle-même comment elle devrait changer. Je trouve quand même que c'est pas si rare de voir un dessin animé pour enfants défendre une vision du monde incompatible avec les convictions de la plupart des gens. Oui, alors disons que c'est toujours présenté de façon abstraite. Certes, Flipper et Lopaka prend le parti de la tradition contre le progrès, Gargoyles juge le collectivisme idéal mais incompatible avec la nature humaine, Avatar, le dernier maître de l'air, trouve que la paix est plus importante que la vérité, et Code Lyoko nous dit que c'est bien de risquer la vie de tous pour sauver celle d'un seul. Mais ces séries ne collent jamais d'étiquettes politiques ou religieuses à ces philosophies. On ne voit jamais Goliath nous dire ce qu'il pense de Marx, par exemple. Mais on voit Batman refuser de tuer ou laisser mourir ses adversaires, même en situation de légitime défense. Dans un pays où il y a encore la peine de mort, et où chacun a droit à une arme pour se défendre. On pourra toujours dire que Batman n'admet la peine de mort que lorsqu'elle est prononcée par un tribunal. C'est valable aussi pour Superman. Et quand Redwall nous fait le coup de la renarde, qui est condamné pour n'avoir rien fait et considéré comme coupable apparemment pour le seul fait d'être une renarde. Bon, ok, vraisemblablement, les idées défendues dans l'œuvre n'attirent pas facilement l'attention de la censure, en particulier lorsqu'elles sont implicites. Fantôme 2040 s'autorise non seulement à mettre en scène l'intelligence artificielle accomplie, a priori incompatible avec l'idée de l'âme immortelle défendue par les religions, mais elle présente comme quelque chose de positif le fait que la société soit devenue athée au fil des décennies. Et ça passe sans problème aux États-Unis alors que moins de 45% des Américains seraient prêts à voter pour un athée. Inversement, on pourrait trouver ça étonnant que personne n'ait jamais hurlé au scandale contre Marcelino qui présente aux jeunes enfants le Jésus du Nouveau Testament comme réel de façon à peine dissimulée. Est-ce à dire que la liberté d'expression est totale dans un dessin animé pour peu que le propos soit un peu imagé? Quand même pas. La censure a des réflexes. On le voit là encore avec les censures américaines de Dragon Ball. Et il y a des choses qui sont jugées inacceptables précisément pour leurs implications idéologiques. C'est la raison pour laquelle Tintin au pays des soviets et Tintin au Congo n'ont pas été adaptés dans la série animée. Quant aux allusions à l'homosexualité de Sir Brest dans Sacré Dragon, on ne sait pas trop si ça a été censuré à cause des sous-entendus eux-mêmes ou à cause de l'image que ça donne de l'homosexualité. Mais en dehors de ce genre de choses très spécifiques, parmi lesquelles le cas auquel tout le monde pense et sur lequel on reviendra à la fin promis, il y a tout lieu de penser que la diffusion d'idées dans un dessin animé n'est limitée que par l'imagination de l'auteur. Ce n'est pas pour autant que tous les points de vue sont équitablement représentés. Au risque de surprendre ceux qui passent leur temps à dire que les industries de la fiction sont à la botte de je ne sais quel infâme capitalisme patriarcal d'extrême droite, il faut quand même dire qu'on constate une vérité simple quand on regarde des dessins animés. Ils prennent toujours le parti de la solidarité contre celui de la compétition, celui de la tolérance contre celui de l'exclusion, celui de la paix contre celui de la guerre, celui du désintéressement contre celui de l'enrichissement personnel. Or dans la vraie vie, beaucoup vantent les vertus de la compétition, ou jugent l'exclusion préférable, ou défendent bec et ongle la notion de guerre juste, ou encore estiment que charité bien ordonnée commence par soi-même. Les dessins animés ne défendent que très marginalement cette vision-là. Quand des personnages la défendent, elle est présentée comme antipathique. C'est bête à dire parce que c'est évident, et c'est incroyable de devoir le rappeler. Intuitivement, on voit très bien en quoi cette vision du bien qui favorise la solidarité, la tolérance, la paix et le désintéressement va de soi quand on s'adresse aux enfants. Mais quand on garde en tête le fait que cette vision n'est pas celle de tout le monde, on constate en effet qu'il y a une certaine uniformité idéologique de l'ensemble. C'est dans les détails qu'il y a des variations, comme on a déjà eu un peu l'occasion d'en parler. Notons quand même qu'il y a un détail qui est récurrent. Les dessins animés nient très rarement de façon catégorique l'existence de la magie. Quand la question se pose, la réponse est au mieux ambiguë. En même temps, pourquoi faire de la fiction si c'est pour la rendre aussi désenchantée que la réalité ? Autant profiter de toutes les possibilités plutôt que de les restreindre. Firefly est une série intéressante malgré le fait, ou plutôt en partie à cause du fait qu'elle est désenchantée. Nous y sommes seuls dans l'univers. Mais voici un cas plus concret. Le Père Noël. Un tas de dessins animés le mettent en scène comme réel, et les autres laissent souvent cette question en suspens. Pour l'humour, certes, mais comment se fait-il que je n'arrive à penser à aucun dessin animé pour enfants qui disent clairement que le Père Noël n'existe pas? Est-ce qu'il y a une pression pour laisser aux parents le choix de laisser croire ce qu'ils veulent à leurs enfants? La question est ouverte. 4. Les tabous culturels. Le terme est peut-être trop précis pour ce qu'il désigne. Parfois, on décide de ne pas montrer certaines choses pour des raisons qui sont entièrement contextuelles. L'idée que la mort, le sexe ou les opinions très arrêtées ne sont pas des choses aussi montrables que la défaite morale, l'amitié ou la protection des innocents, c'est assez intuitif, ou au moins c'est un invariant anthropologique. En revanche, le fait qu'un mot soit un mot normal et qu'un autre soit un gros mot, c'est totalement contextuel, culturel. Alors même que j'avais 13 ans,
Je n'avais pas pris conscience que les gros mots de la BD Titeuf étaient de vrais gros mots alors que ceux du dessin animé Titeuf étaient des faux. Tu ferais mieux d'arrêter les frais, pauvre Niouk. Pour moi c'était pareil, or clairement aux yeux de la censure ça compte, et pas seulement dans les dessins animés pour enfants. Une chose qui m'a frappé c'est qu'il y a plein de gros mots en VF dans le film Stargate, et quasiment aucun dans la série Stargate SG1. Ceci dit, même si la rumeur veut que le langage de Sacré Dragon ait été un peu censuré, on a quand même ceci. Je ne m'appelle plus le roi Chalumeau, FDP. Fils de Pendragon. Oui, le gag est le même en anglais, Son of Britain. Et Batman s'autorise des gros mots de temps en temps. Ces salauds sont pas des tendres, ils ont drogué 2 gardiens de banque le jour de Noël. Ce petit salaud ne perd rien pour attendre. Mais bon, encore une fois, c'est subjectif ce qui est un gros mot et ce qui ne l'est pas. Enfant ou adulte, je n'ai jamais compris pourquoi la ferme n'est pas un gros mot alors que ta gueule en est un. Oh la ferme. La ferme. Il y a des choses qu'on ne montre pas dans les dessins animés parce qu'on ne veut se fâcher avec personne, comme le visage de Mahomet dans Il était une fois l'homme. Et il y en a d'autres qu'on ne montre pas parce qu'on n'a pas le droit, comme la croix gammée nazie dans Et Arnold, dans Spider-Man et dans Donjons et Dragons. C'est d'autant plus absurde que Et Arnold avait le droit de représenter Hitler, par contre, et que dans Donjons et Dragons, tout l'épisode a été pensé pour n'être compréhensible que si on voit la croix gammée. Vous avez vu? C'est surtout horriblement vexant. Dans certains pays comme la France ou l'Allemagne, l'usage de la croix gammée est interdit, sauf à des fins éducatives ou artistiques. Ou artistique. Pourquoi nie-t-on à Arnold le qualificatif d'artistique alors qu'on l'accorde à Indiana Jones? L'Occident n'a pas le monopole des tabous. Représenter ou mentionner l'empereur du Japon se fait peu dans les mangas et leurs adaptations en séries animées, justement parce que ça se fait pas trop. Mais là, on parle évidemment de choses qui ne sont pas incorporées dans l'œuvre au moment de sa création, pas d'éléments censurés a posteriori. Pour ça, il faut se tourner vers les Américains, leur traumatisme du 11 septembre et leur tabou sur quoi que ce soit qui évoque le terrorisme. Les épisodes de séries animées d'avant les années 2000 qui montrent les tours jumelles ne sont plus diffusés aux États-Unis. Et il en va de même pour les épisodes de séries montrant un engin volant fonçant sur un immeuble ou tout simplement des bâtiments en train de brûler ou d'être détruits. On peut comprendre que les traumatismes génèrent des tabous, mais il y a des moments où ça devient carrément excessif. Dans la saison 5 de Digimon, Digimon Savers, traduit Digimon Data Squad en anglais, il y a un épisode avec ce Digimon, Bomber Nanimon, qui menace de tout faire exploser dans un parc d'attractions. Décidément, Nanimon a toujours été source d'emmerde pour les Américains. Parce que les attaques d'un Digimon bombe rappellent trop le terrorisme, Bomber Nanimon a été redessiné en Citramon dans la version américaine, et la menace de l'explosion devient une menace d'inondation de jus de fruits. Ça se passe de commentaires. Hérétique. Pour moi, c'est créer un Digimon inédit qui devrait être tabou. Rebaptiser un Digimon, à la rigueur, je veux bien. Créer un nouveau Digimon, je dis non. Toujours est-il qu'on arrive au terme de notre énumération. Ça ne veut pas dire que tout acte de censure peut toujours se ranger dans ces 4 cases. Et pour vous le prouver, on va prendre l'exemple peu banal de la censure dans Steven Universe. Steven Universe est une série très originale à de multiples points de vue. Sa version française a fait l'objet d'une censure non moins originale, que nous n'hésitons pas à qualifier parfois d'incompréhensible. Et quand on essaye de regarder sur internet pour comprendre le pourquoi du comment de cette censure incompréhensible, on ne trouve jamais parce qu'on tombe évidemment toujours sur le cas de censure le plus connu que tout le monde commente. Alors commençons par là. La VF de Steven Universe s'est rendue tristement célèbre pour les paroles d'une chanson. La série met en scène, entre autres choses, des relations homosexuelles dont une entre 2 personnages qui chantent leur amour dans un épisode. En essayant de ne pas donner trop de détails pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, cette chanson revient sur 2 aspects de la situation qui n'ont été révélés qu'un peu plus tôt dans l'épisode. Que ces personnages sont en réalité 2 et non pas un seul comme le spectateur le croyait, et que ces 2 personnages sont amoureux. La traduction française met beaucoup moins l'accent sur le caractère romantique de la relation entre ces 2 personnages, notamment en traduisant I am made of love, c'est-à-dire je suis faite d'amour, par nous on s'aime, ce qui est plus vague, et en mentionnant l'amitié, là où la chanson en VO parle plus généralement de sentiments. À tort ou à raison, ce choix de traduction a été perçu comme homophobe et l'affaire a fait couler beaucoup d'encre. Le témoignage un peu embrouillé de la traductrice semble plutôt indiquer que, bien que réel, la volonté de rendre plus implicite la romance homosexuelle n'a pas été le principal moteur de ce choix, qui a plutôt été dicté par une mauvaise compréhension de l'œuvre et une certaine négligence. À la décharge de la traductrice, ces révélations arrivent vraiment comme un cheveu sur la soupe, et le fait que les personnages soient 2 est un choc largement plus important pour le spectateur que le fait qu'ils soient amoureux. Quoi qu'il en soit, maladresse ou malveillance, la VF a été corrigée pour restituer plus littéralement le sens des paroles. Vous l'aurez compris, ce n'est pas de ça qu'on veut vous parler, car la censure de Steven Universe n'a généralement pas consisté à changer le sens des dialogues. Au contraire, ayant regardé une partie en français sous-titrée français depuis la VO, nous pouvons vous dire que c'est presque du mot à mot. Non, dans Steven Universe, la VF a supprimé un tas de courts passages de quelques secondes dans plein d'épisodes. Et encore, comme nous les avons repérés en regardant des versions bilingues où la vidéo repasse en anglais le temps de ces courts passages, nous sous-estimons sûrement leur nombre, car nous n'avons détecté que ceux qui contiennent des dialogues. Dans certains cas, c'est vaguement compréhensible si on admet que les diffuseurs français sont partis du principe que la série était avant tout destinée à des enfants vraiment très jeunes, comme Marcelino ou Tabaluga. Ce qui, au passage, n'est peut-être pas tout à fait faux.
Il y a des extraits qui ont très clairement été censurés à cause de la violence. Oups, je me suis fait surprendre. D'autres où on peut également le supposer. L'assemblage sera des millions de fois plus gros. An inseparable fusion capable of destroying worlds, starting with this one. Et pourquoi avoir supprimé l'extrait plutôt que de traduire le dialogue autrement? Il y a d'autres extraits qui ont très clairement été supprimés pour que les enfants n'essaient pas chez eux. Comme les démonstrations de secourisme où un personnage appuie sur le diaphragme d'un autre. D'autres où on peut supposer que c'est à cause du langage. C'est Ronaldo, le fils de Friedman. Oh, that social napalm? Vas-y, si ça te chante, vous pensez pas que c'est lui qui est derrière tout ça, non? I think you can stop being such a dink to Ronaldo. Mais là aussi, pourquoi avoir supprimé l'extrait plutôt que de traduire le dialogue autrement? Surtout que le gros mot était déjà déformé en VO et aurait pu être traduit par canard. Et puis il y a des extraits où on sèche un peu. Il faut qu'on fasse du sport. On pourrait s'entraîner ensemble, ça serait trop chouette. You could beat up Lars, and you don't have to starve to death if Sadie divorces you. We're not married. Ça tombe bien, je connais quelqu'un qui pourra nous aider. A posteriori, en ayant l'esprit vraiment tordu, on peut toujours trouver de vagues explications sur ces suppressions. On peut se dire que les traducteurs ont trouvé l'idée évoquée trop perturbante pour des enfants, grossesse de mineurs dans un cas, mariage de personnages potentiellement mineurs dans l'autre, ou qu'ils ont vu dans le deuxième cas une incitation à frapper ses camarades. Mais il faut vraiment que les traducteurs aient pensé être regardés par des enfants très jeunes et très impressionnables, ou par des parents très parano et très réprobateurs. Ou alors c'était tout bêtement une question de durée. Peut-être les épisodes ont-ils tout bêtement été raccourcis en supprimant des plans peu utiles pour coller à un standard ou pour qu'il puisse y avoir une pub de plus. Pour ce qu'on en sait, ce n'est peut-être pas tant une question de VO contre VF qu'une question de version DVD contre version télé. La preuve, à l'heure où nous montons cette vidéo, nous avons finalement mis la main sur une VF qui incluait le bout coupé sur l'assemblage qui détruit des planètes. Si ça se trouve, il existe un doublage français pour tous les petits bouts coupés que nous avons montrés. Même dans ce cas, ça reste bizarre pour certaines coupures, qui font qu'on voit un personnage ouvrir la bouche pour la refermer aussitôt. Mais bon, c'est quand même l'explication la plus plausible qu'on ait pour l'instant. Toujours est-il que quand on voit des comparatifs de censure de Steven Universe dans différents pays, on trouve toujours des choses compréhensibles. L'extrait de secourisme censuré pour des raisons de sécurité, des pauses coupées au montage car jugées trop suggestives lors des danses de fusion, l'impact des coups de poing censurés par un effet de montage, mais pour se rendre compte de toutes ces petites choses supprimées apparemment sans raison, il faut regarder des versions bilingues calées sur la piste vidéo de la VO. Gageons que si on faisait ça pour toutes les séries qu'on regarde en VF, on serait surpris de ce qu'on découvrirait, car Steven Universe n'est sûrement pas la seule série à avoir fait l'objet de ce genre de coupures bizarres. On sait que les versions américaines de Dragon Ball peuvent aller loin dans l'absurde, on sait également que la VF de Power Rangers La Force du Temps disponible en DVD a subi des coupures uniquement pour des raisons de durée, et si on en croit Planète Jeunesse, la VF de Théo ou La Batte de la Victoire a également fait l'objet de micro-coupures absurdes. Quoi qu'il en soit, ces coupures attirent l'attention sur l'absurdité de censurer les sous-entendus. Si réellement ces petits bouts ont été supprimés parce qu'ils sous-entendaient quelque chose, nous ne l'avons pas compris. Or, un sous-entendu ne peut choquer ou influencer que quelqu'un qui le comprend. Et en même temps, quelqu'un qui le comprend a forcément le recul nécessaire pour en faire ce qu'il est censé en faire, même si c'est un enfant. En effet, les poses des gemmes au cours des danses de fusion sont suggestives. Mais elles ne le sont qu'aux yeux de quelqu'un qui sait ce que suggère une pose suggestive. Et quel intérêt de cacher ces choses-là à quelqu'un qui sait déjà ce qu'elles signifient? Lorsqu'Hawkgirl rebondit sur la déclaration de Flash comme quoi il est l'homme le plus rapide du monde, elle laisse à chacun le soin de comprendre ce qu'il peut comprendre. Elle n'impose rien au spectateur. Ça n'aurait servi à rien de le censurer, sinon à faire plaisir aux associations de parents qui prennent leurs enfants à la fois pour des idiots et pour des génies. Est-ce à dire que toute censure est inutile et malvenue? Non. C'est important de s'adapter à son public. Et le souci de toujours délivrer un message clair aux enfants qui regardent, sous une forme qui permet de leur raconter toutes les histoires sans jamais leur faire violence, a donné naissance à tout un tas de pratiques propres à la télé-jeunesse, davantage focalisées sur le fond qui est libre que sur la forme qui est contrainte. En ce sens, c'est aussi à ces impératifs, qui sont ceux de la censure, qu'on doit bon nombre de dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne. Ok, t'es prêt, Georges? Prêt. Et le technicien à la censure? Ouais. Hier soir à la télé, il y avait un film très osé. Je me suis dit ça tombe bien, je voulais me smile off. La première scène, il y avait un mec et deux belles acolytes, idéal pour virevolter ma tête. Pourtant moi ça me fait que dalle, j'aime mieux regarder le journal. Ce type de cinéma ne plaît qu'à un anormal. Tout à coup, il y a la scène dans le train avec un monsieur et une passagère qui lui ronge la main. Il la remercie et puis lui propose en plus de la lui introduire dans. D'habitude, ça ne me fait rien du tout. C'est scénario un peu fou, mais pourquoi ne pas en voir encore un petit bout? Même
maintenant ça y est, c'est la scène du garagiste, avec la pompiste qui lui plaît. Le voilà qui l'a tout en lac avec ardeur pendant qu'elle sous le radiateur. Mais ça ne me fait pas grand chose, tous ces mouvements de chair rose. Bien je crois que ça continue après la pause. Bite, cul, chatte, jouis, poil, fesse, toris. Putain, je crois que t'as pas mis les censures aux bonnes places. Si vous êtes des, vous devriez... Oh, qu'est-ce qu'il est vulgaire, Sasuke! Je me demande s'il connaît le sens des mots qu'il emploie.